Pas d'autres questions? Donc on passe à la chirurgie thoracique. Jalal de Tenon. Mesdames et messieurs, chers maîtres, c'est toujours pour moi un grand honneur de participer aux sessions de l'Académie et je voudrais remercier le professeur Sting pour son invitation. Je vais vous parler de notre expérience à Tenon dans le programme RAC. Comme vous voyez déjà sur la première diapo, c'est un programme multidisciplinaire et vous voyez ici Francis Jolet est anesthésiste, Olga est anesthésiste, donc c'est un programme qui est multidisciplinaire et qui est établi par les chirurgiens et les anesthésistes. J'ai juste un peu de problème, la diapo est très petite ici. Donc, super, merci. Donc très rapidement, l'ARAC est bénéfique, je répète ce qui a déjà été dit, on a des procédures chirurgicales qui sont traumatisantes et qui engendrent des modifications hormonales, métaboliques et physiologiques importantes. Alors pourquoi un programme RAC en chirurgie thoracique? Je reprends les données EPITOR qui sont la base de données nationale 2014. Où l'on voit sur un grand nombre de patients que la mortalité post-opératoire reste une mortalité élevée, la morbidité également, puisque dans certaines interventions, comme la bilobectomie, on voit qu'il y a une morbidité de 20%, et sans parler des complications cardiaques potentielles, des troubles de rythme, l'infarctus du myocarde ou autres. Donc nous sommes dans une chirurgie lourde qui peut bénéficier largement d'un programme RAC. Comme il a été dit, donc à Tenon, nous avons mis en place un schéma clinique. C'est un schéma clinique qui doit être protocolisé. On doit savoir quoi faire, qui fait, le micro à lâcher, quoi faire, qui, quand et comment. Donc il y a un schéma clinique préopératoire, péropératoire et post-opératoire. Donc sur cette première étape, donc on n'a pas de coordinateur ou coordinatrice de soins pour ce programme-là. Donc ce sont les chirurgiens anesthésistes qui débutent la mise en place de ce chemin clinique. Donc les premières étapes sont identiques à tous les autres programmes d'implémentation, où à la consultation de chirurgie, on va informer le patient sur la chirurgie qu'on va lui faire, le geste qu'on va faire, les complications potentielles, et on va surtout le former à son parcours clinique, et on va reprendre les mots-clés. Il va jouer un rôle actif, il est l'acteur de ses soins, on va passer un contrat de soins. Ce sont les mots-clés qui seraient faits dans toutes les spécialités, et notamment dans la spécialité de chirurgie thoracique. Il faut exploiter la relation privilégiée entre le patient et le chirurgien, parce que quand le chirurgien dit au patient, 4 heures après la chirurgie, même si vous enlevez un lobe, vous allez pouvoir aller au fauteuil, vous allez pouvoir faire du pédalier et une séance de kiné, le patient va adhérer à ce programme d'une façon assez importante. Quelques spécificités de notre chirurgie, c'est l'arrêt du tabac, donc très important, l'arrêt du tabac avant la chirurgie. Je vais vous montrer une méta-analyse et des études qui montrent l'importance de l'arrêt du tabac dans cette chirurgie-là. C'est important dans les autres chirurgies aussi, mais dans la nôtre plus particulièrement. Et bien sûr, comme il a été dit tout à l'heure, la sortie du patient se prépare largement avant l'entrée du patient. Il faut l'éduquer, le former et lui expliquer les choses. Deuxième étape, c'est la consultation d'anesthésie. Là encore, on redonne exactement les mêmes informations au patient. On va insister sur la gestion de la douleur. La douleur en chirurgie thoracique est importante, c'est une chirurgie douloureuse. Donc on va expliquer au patient que certes, on va lui demander de faire de la kiné dans les heures qui suivent l'intervention, qu'il va devoir marcher, qu'il va devoir faire du pédalier, mais que nous, de notre côté, on va contrôler la douleur, on va tout faire pour que cette douleur-là, le contrôle soit optimisé. Bien sûr, l'anesthésiste va encore insister sur l'arrêt du tabac et l'alcool, et sur la nutrition, on va en parler plus en détail tout à l'heure, l'importance de l'exercice physique et les soins dentaires. Donc cette méta-analyse qui montre très clairement que l'arrêt du tabac diminue les complications, la morbidité post-opératoire, même si l'arrêt du tabac est sur une période courte avant l'intervention, même 10 jours avant l'intervention, si on arrête le tabac, on a moins de complications, notamment de complications respiratoires. Donc, après, à Tenon, lors de la consultation d'anesthésie, un patient fumeur actif voit immédiatement les tabacologues. C'est la porte en face, c'est au même endroit dans la consultation. Il y a une évaluation de l'addiction du patient, proposition d'arrêt et une ordonnance type qui est donnée au patient qui rentre dans le forfait des 50 €. Et le patient, en fonction de son addiction, on va
lui donner l'ordonnance type qui va lui permettre de l'aider à arrêter de fumer, même si c'est 10 jours ou 15 jours avant l'intervention. La nutrition, très importante, comme vous voyez, un patient opérant d'une chirurgie thoracique est au minimum au grade 2 nutritionnel, c'est-à-dire un patient non dénutri qui va subir une chirurgie à risque élevé de morbidité, ou un patient dénutri avec une chirurgie à risque élevé de morbidité. Donc on est minimum à un grade 2 ou à un grade 4. Et donc les recommandations de l'ASFAR, c'est lorsqu'on opère un patient qui a un grade 2 nutritionnel, il faut lui faire des conseils diététiques au moins 7 jours avant l'intervention. S'il est à un stade 4, c'est entre 7 et 10 jours. Donc on prescrit systématiquement dans notre protocole de l'oral impact 3 briquettes par jour pendant 5 à 7 jours, voire 10 jours avant l'intervention. Et le jeûne préopératoire a été modifié, ça a déjà été dit, donc on est à 2 à 3 heures de liquide clair avant l'intervention et 6 heures d'un repas léger, c'est fini là, le jeûne de 12 heures avant l'intervention. Et on fait un brossage de dents très actif, 5 à 6 fois par jour, les 3 jours avant l'intervention. Il y a des études qui ont montré que ça diminuait l'inoculum bactérien buccal et que ça pouvait favoriser la diminution des pneumopathies post-opératoires. Donc vous voyez le schéma, le protocole rédigé d'une façon multidisciplinaire sur les étapes préopératoires. On sait très bien ce qu'il faut faire, qui doit le faire et à quel moment. C'est protocolisé, c'est vraiment un mot-clé très important pour la mise en place d'un programme de RAC. La prise en charge préopératoire, là encore, est protocolisée, c'est-à-dire que les anesthésistes suivent un protocole établi, rédigé sur le remplissage, l'induction, l'antibioprophylaxie et la ventilation, tout ça est protocolisé et suivi pour tous les patients dans notre centre. Le préopératoire chirurgical, on va essayer de privilégier les techniques mini-invasives, on ne met plus qu'un seul drap et on a opté pour le cathéter paravertébral en technique d'analgésie quotidienne. Il y a beaucoup d'études, de méta-analyses qui ont comparé le cathéter paravertébral à la péridurale et il a été montré qu'on avait une efficacité identique entre le cathéter paravertébral et la péridurale, mais le cathéter paravertébral associé à une analgésie multimodale et qu'il y avait la même qualité d'analgésie, qu'il y avait moins de rétention d'urine, ce qui est très important pour faire marcher un patient à J1 après une chirurgie, de ne pas avoir une sonde urinaire, et moins d'hypotension. Là encore, les patients peuvent participer plus activement à leur programme de RAC. Et certaines études ont montré qu'il y avait même moins de complications respiratoires lorsque les patients avaient un programme, avaient un cathéter paravertébral. Alors ces films, je ne fais pas du tout là, j'ai pas de conflit d'intérêt sur ça, mais c'est des films qu'on a fait avec Medtronic et donc sur la pose du cathéter paravertébral qui est fait par le chirurgien en péropératoire, en fin d'intervention. Donc ça, c'est l'espace costo-vertébral. Là, vous voyez la ponction qui se fait au niveau de l'espace. On va décoller la plèvre, on regarde les articulations costo-vertébrales. Là, c'est l'arrière, et les articulations sont là. Et on va ensuite pousser le cathéter qui va se positionner dans la poche qu'on a réalisée et qui va être branché sur une pompe qui va injecter en façon automatique l'anesthésie locale. Le programme post-opératoire immédiat, le patient est extubé sur table, 2 à 3 heures en salle de réveil, et va ensuite être transféré dans une unité de soins continus chirurgical dédiée au programme de RAC. Et ça, c'est vraiment un point qui nous caractérise. La première étape, l'anesthésie doit optimiser l'analgésie, le patient ne doit pas avoir mal, et ensuite vous voyez que on sait très bien dans le protocole, le patient est mis au fauteuil, on sait qui va l'aider à aller au fauteuil, l'infirmière, l'aide-soignante et la kiné. On va tout de suite le réalimenter, il va avoir son pédalier, c'est le kinésithérapeute qui s'en occupe, et après on va faire la première séance de kiné. On ne va pas forcer, on ne va pas essayer de pousser les choses pour le faire marcher le premier jour, mais si le patient est motivé et capable, on va l'aider à pouvoir le faire. Le lendemain, donc on est à J1, il prend sa douche, malgré le drap, il prend sa douche, il a un petit déjeuner au fauteuil, on enlève tous les cathéters, il a un obturateur, on va optimiser le traitement oncologique, première séance de kiné, premier levé, et on enlève le drap le plus rapidement possible. Si à J1 le malade ne bulle pas, ne saigne pas, la radio est bien, on enlève le drap. Et l'aide de ces nouvelles valises, donc ce sont des valises autonomes. Là encore, on est obligé de voir l'apparition parce que je ne pouvais pas faire de montage
sur ces films-là. Et donc vous allez voir la pose de ces valises autonomes qui ont changé les choses, puisque le patient a donc la valise qui est que donc là, c'est en fin d'intervention. Donc ce sont des valises de recueil comme on a habituellement, sauf qu'on va brancher dessus un moteur. Ce moteur-là va aspirer. Et donc on peut faire l'aspiration moins 10, moins 20, moins 40 ou plus. Et le patient est autonome de porter sa valise et se déplacer facilement. Donc on va voir deux petits films très courts sur la première phase, sur le J1 post-opératoire, comment les patients sont pris en charge. Et là vous allez voir notre kinésithérapeute qui est principalement dédié à cette unité de récupération améliorée après chirurgie et qui va venir, qui ne va pas uniquement faire une séance de kiné simple, elle va prendre en charge le patient. Parce qu'elle sait très bien l'importance. Ça, c'est un patient avec qui on avait fait une lobectomie par thoracotomie. Vous voyez qu'il est plutôt en bonne santé. Et il est déjà au fauteuil, il n'a plus de perfusion, il a un obturateur, il n'a pas de sonde urinaire. Et là, la kiné va faire une évaluation de la douleur, une évaluation de l'état du patient. Elle va lui expliquer comment il va travailler, comment il va participer. Ça, c'est la pompe qui est reliée à son cathéter paravertébral. Et donc, vous voyez que l'adhésion de l'équipe, la formation de l'équipe est primordiale pour la réussite d'un programme de récupération améliorée après chirurgie. Dernière fois qu'on voit on voit ça, vous allez voir juste le premier lever du patient. On est à moins de 24 heures après la chirurgie. Donc vous allez voir le premier lever, la marche dans le couloir. Là, le patient a vu sa séance de kiné, comme vous avez vu sur le film précédent. Là, on a ces chariots qui sont dédiés. Là, le patient n'a plus de perfusion. Il a l'obturateur, pas de sonde urinaire. La kiné lui explique comment il va gérer la valise qu'il va mettre là, qui est toujours en aspiration. Le bras est aspiré. Et le patient va faire son premier lever. On est vers 10 h du matin d'une chirurgie qui s'est terminée en début d'après-midi la veille. Et le patient va marcher avec le kiné et il va déambuler autant que possible. Premier lever avec la kiné. S'il va bien, ben voilà, il a son chariot, il est dans le couloir et il fait autant d'allers-retours qu'il ne peut dans la journée. On est à J1. Et donc, comme vous voyez, on a donc ce protocole qui est bien établi, qui est rédigé en multidisciplinaire. Et on a le chemin clinique qui montre que le patient, de la consultation d'anesthésie jusqu'à un objectif de sortie qu'on s'est fixé après les lobectomies à 3 ou 4 jours. Notre expérience à Tenon, donc là, nous, à Tenon, tous les patients opérés dans la dissection majeure rentrent dans le programme RAC. Il n'y a pas de sélection de patients. Tous les patients opérés rentrent dans le programme, que ce soit une chirurgie mini-invasive ou une chirurgie maxi-invasive. Donc on a, comme vous voyez, les lobectomies, les segmentectomies, les pneumonectomies, les pancostobias, les résections de parois, les sternotomies. Tous ces patients rentrent dans le programme RAC. On va inclure donc systématiquement dans cette unité qui est dédiée avec une équipe qui est formée. Et donc vous voyez qu'on a un grand nombre de patients passés dans l'unité, puisque en mai 2016, on était à 478 patients. Là, nous sommes à entre 550 et 600 patients qui ont participé au programme RAC. C'est la plus grande expérience thoracique, pas encore publiée, qui existe dans ce domaine. On a 246 dossiers complets. Je vais vous présenter nos résultats. Et actuellement, on a mis en place une base de données prospective et complète. Donc voici les données qu'on a inclus dans notre base, et vous voyez que les points d'évaluation qu'on a étudiés, c'est le nombre de patients qui ont déambulé, ou le pourcentage de patients qui ont déambulé avant les premières 24 heures, qui ont mangé avant les premières 12 heures, qui ont fait la première séance de kiné avant la 12e heure. Et ensuite, on a comparé la vidéo à la thoracotomie. Et donc, vous voyez, une première chose, c'est les chirurgies réalisées. Comme je vous ai dit, on n'a pas fait de sélection de patients, que ce soit une chirurgie mini-invasive ou maxi-invasive. Les patients ont été inclus dans le programme RAC. Et vous voyez, là, il y a 90% des patients qui ont déambulé avant la 24e heure, 92 alimentés avant la 12e et 87 pour la première séance de kiné. Donc ça veut dire que quelle que soit la chirurgie qu'on fait, la lourdeur ou la voie d'abord, les patients peuvent participer activement lorsqu'un programme de RAC est bien protocolisé et bien établi et le patient a bien compris. Très intéressant à voir, on a comparé 153 lobectomies, la vidéo versus la thoracotomie. Il n'y a aucune différence de participation au programme RAC entre ces patients-là, entre la lobectomie, entre la vidéo ou la thoracotomie. Ensuite, il y a des différences qui ressortent
sur la différence entre la vidéo et la thoracotomie qui est assez classique dans la littérature. La limite de ce travail, j'ai encore 2 diapos, la limite de ce travail, c'est un travail rétrospectif sur peu de patients, 246 patients. Il y a peu de publications, c'est principalement des publications RAC avec thoracotomie, et les résultats sont plutôt comparables, et il n'y a aucune étude qui a comparé la vidéo à la thoracotomie dans le programme RAC. L'avantage qu'on a, c'est que tous nos patients sont inclus, puisqu'on a une unité dédiée, donc tous les patients passent par cette unité-là. Donc ça nous permet de pouvoir plus rapidement identifier le patient qui va faire une complication. Les inconvénients, c'est que des patients qui ont une chirurgie moins lourde ne rentrent pas dans notre programme. Donc la majorité des patients participent activement. On a vu que c'était à peu près 90% des patients participaient, quel que soit le geste qu'on fait, quelle que soit la voie d'abord. Donc pas de sélection de patients. On n'a pas trouvé de différence de participation et on voit très bien que la VATS a une supériorité sur dans le suite post-opératoire, ça reste au niveau des données de la littérature. Et la question qu'il faut se poser, c'est quel est le rôle de la RAC, quel est le bénéfice de la RAC dans un programme de chirurgie thoracique, parce que pour l'instant les choses ne sont pas aussi claires qu'on veut. En chirurgie digestive, ça a été démontré dans une étude randomisée que mini-invasif et RAC avaient les meilleurs résultats, mais en chirurgie thoracique, on n'a pas ces données-là. Et le fait le cheminement qu'on a fait, c'est on a commencé à faire la chirurgie vidéo, et on a vu que les patients à qui on fait une lobectomie participaient activement à un programme RAC. On dit mais pourquoi pas la thoracotomie? Et donc là on a inclus les patients qui faisaient des thoracotomies, à qui on a fait des thoracotomies, des chirurgies lourdes, on a vu qu'ils participaient aussi. Donc c'est la vidéo qui est un tout petit peu, le mini-invasif a permis de changer notre façon de voir le post-opératoire des patients. Et la majorité des centres sélectionnent leurs patients avant de les rentrer dans le programme RAC, ils font du mini-invasif chez les patients qui sont en meilleur état avec peu de morbidité. Alors est-ce que c'est cette sélection-là qui donne des bons résultats ou est-ce que c'est le programme RAC? C'est des questions auxquelles on espère notre base de données va pouvoir nous donner des réponses assez rapidement. Donc la conclusion c'est la chirurgie mini-invasive a modifié notre vision des patients opérés. La RAC, il faut la proposer à tous les patients, il ne faut pas sélectionner les patients. Très probablement, la RAC nous permet de sélectionner les patients qui vont se compliquer. Un patient qui a J1 l'après-midi, n'a pas envie de faire sa séance de kiné, dit qu'il est fatigué, ne veut pas participer, ne veut pas marcher avec la kiné, on détecte très rapidement le patient qui va peut-être commencer une complication. Donc ça nous permet de pouvoir mieux sélectionner les patients. Et donc vous voyez, si je veux remercier l'équipe, ils sont très nombreux, et il y a beaucoup d'anesthésistes, de chirurgiens qui participent à ce travail-là, puisque, comme je l'ai dit, c'est un travail multidisciplinaire. Et je vous invite à vous connecter sur l'Institut thoracique de Thonon, que certains d'entre vous connaissent, qui est une plateforme de e-learning, pour voir cette table ronde qu'on a fait en présence du professeur Smith sur la mise en place des programmes RAC en chirurgie thoracique. Merci pour votre attention. Toujours dans le domaine de la chirurgie thoracique, Patrick Vagrand va faire un commentaire. J'aurais deux commentaires à réaliser sur la réhabilitation thoracique et une question à poser à Jalal par la suite. Donc je vais parler de la réhabilitation en allant en donnant jusqu'à l'extrême la chirurgie ambulatoire en chirurgie thoracique. Car on voit la chirurgie ambulatoire telle qu'on a réalisée chez nous dans notre service était réalisée essentiellement sur la médiastinoscopie et la sympathectomie. Et grâce à la réhabilitation améliorée, on a pu étendre donc les indications à des exérèses pulmonaires et biopsie pleurale et récemment donc, des lobectomies en ambulatoire. Un commentaire, comme je voudrais le réaliser sur l'historique en chirurgie pulmonaire. Jalal, qui a aussi un élève de moi de l'AINEC et de Marc Riquet, il faut toujours rappeler l'hôpital de l'AINEC. Et il s'est vraiment souligné, mais le professeur Tombré
avait déjà parlé du lever précoce et une complication de la période post-opératoire dans les Mémoires académiques de chirurgie en 1956. Et donc, dans le cahier des charges, il est déjà marqué qu'il faut un exercice dès le réveil, lever et marche à la 6e heure, des boissons et alimentation à J0, les morphiniques doivent être bannis. Donc, il répondait déjà en 56 au cahier des charges. Donc, nous n'avons pas mais bon, 50 ans, voilà ce qu'il avait rapporté dans cet article. Les complications veineuses sont plus rares et il n'y a pas de complications intestinales, aucune mort n'est imputable au lever précoce. 50 ans plus tard, donc, on regarde un petit peu sur l'évolution de la DMS des publications rapportées, et donc on voit que on se dirige vers une lobectomie ambulatoire vers les années 2015-2020. On y est, donc on a adopté donc, ce protocole. Et donc un exemple sur l'extrême réhabilitation chez un jeune patient très motivé, donc qui a été sélectionné, il faut le dire, c'est pas tous les cas qu'on fait, donc les cas de lobectomie. Oh, je le filme, je clique dessus. Ouais. Donc il n'y a pas de sponsor pour ce film. C'était réalisé dans notre hôpital par le centre de communication. Donc c'est un patient qui a un carcinoïde du lobe inférieur droit qui est motivé pour un retour précoce à domicile. Donc un carcinoïde bronchique qui a été localisé dans le lobe inférieur droit. Donc on le fait par vidéo-chirurgie en 3D comme on le réalise chez nous. Donc avec une lobectomie avec restriction réglée de type carcinologique, avec par la suite donc un curage ganglionnaire, intervention donc à 1010, avec une sortie et une mobilisation donc à H2 avec l'équipe de kiné, donc avec la tenue vestimentaire, ensuite une démassage thérapeutique comme on le réalise donc à H4, 4h30 après l'intervention. Donc il a le cathé paravertébral. Il a donc on peut l'avancer. C'est jusqu'à H4. Je suis désolé. Non, c'est donc le même principe que Jalal a énoncé tout à l'heure, donc chirurgie mini-invasive, un jeûne de 2 heures. On met en place un cathé paravertébral à la fin de l'intervention pour permettre donc une mobilisation sans douleur. Donc, la salle de réveil avec kiné et infirmière qui sont déjà tous adeptes de la réhabilitation précoce. Donc la petite pochette qu'il a en bandoulière, c'est le cathéter avec la ropivacaïne, avec un biberon, un système de pompe élastomérique. Donc après la réhabilitation des exercices physiques qui sont réalisés, donc, et ensuite on réalise une marche avec le système de freinage autonome que nous a présenté Victor Aswad, une reprise de l'alimentation à H5, et après donc cette alimentation en évitant les fausses routes bien sûr. Et le patient sort avec l'accompagnant donc au domicile. Il est bien sûr revu, on ne l'envoie pas dans la nature, il est revu à J2 en consultation avec le drain pour vérifier qu'on peut réaliser l'ablation. Donc ça c'est la télémédecine qui permet de donner les constantes de ce patient, température, fréquence cardiaque et données du drainage. Et donc on fait des tests de ventilation, on évalue sa douleur et donc et sa capacité respiratoire. Donc là, il n'y a pas de soucis réalisés et donc ça va se terminer, ne vous inquiétez pas.
l'ablation du drain J4 en consultation, la radio de thorax. Et voilà donc les points essentiels donc, que vous a rappelé Jalal. Donc l'analgésie préemptive, le lever précoce, l'ablation précoce du drain et pour l'ambulatoire le télémonitorage. Donc ça c'est la bibliographie qui concerne donc, cette technique. Et donc la question que j'aurais à poser donc, à Jalal, c'est pour la réhabilitation précoce pour les urgences en chirurgie thoracique. Il n'y en a qu'une, c'est le pneumothorax. Comme lui, il a une expérience des urgences sur le pneumothorax et qu'il a mis en place le SES pneumothorax. Comment il fait fait-il pour réaliser le fast track sur les urgences non programmées? Merci Patrick, et bravo, c'est grâce à des pionniers comme toi que les choses peuvent bouger et avancer. Pour les pneumothorax, justement, c'est un problème, c'est que les patients qui sont opérés d'une chirurgie dite non majeure en chirurgie thoracique remontent dans le service et ne vont pas en unité de soins continus, dans lequel il y a le programme de RAC. Ce qui fait, c'est que les jeunes sont déperfusés plus tard que les patients plus âgés qui ont eu une lobectomie, alors qu'on leur a fait une abrasion ou on leur a fait un talcage ou une injection atypique. Ils sont au fond de leur lit parce qu'on n'a pas suffisamment de personnel pour les mettre au fauteuil et les faire marcher, alors qu'une personne de 80 ans qui a une lobectomie peut très bien être en train de déambuler dans le couloir 12 heures après sa chirurgie si elle est en état. Donc on a encore du travail à faire. C'est un peu l'inconvénient d'avoir une unité dédiée, c'est-à-dire que dans le service, ça ne se passe pas aussi bien que dans cette unité. Et ça, c'est vraiment un problème sur lequel on travaille. La remarque que je voulais faire, c'est-à-dire, pourquoi avez-vous une unité dédiée alors que vous avez un service qui peut fonctionner en RAC? Puisque vous accueillez tous les malades. C'est la vraie problématique, parce que le choix qu'on a fait d'avoir une unité dédiée nous a permis d'inclure toutes les résections majeures, quel que soit le jour, l'heure, ils sont inclus dans un programme RAC. Donc ça c'est le choix, mais en contrepartie, il faut qu'on mette en place, on est en train de former les infirmières du service pour aller voir comment ça se passe en unité de soins continus, pour qu'on puisse mettre en place un programme RAC aussi pour les chirurgies dites non majeures ou les chirurgies mineures en thoracique. Donc c'est un choix, on savait qu'il y avait ce travers-là et qu'on devait s'améliorer. Ça marche très bien sur une unité dédiée, maintenant il faut qu'on fasse avancer les choses en service. Des commentaires? D'abord, je vous remercie, parce qu'on n'a pas tellement de preuves, que ce soit à ce niveau international ou au niveau national, mais vous avez vraiment fait un travail absolument remarquable. Je suis très régulièrement votre production d'e-learning, qui est effectivement très efficace et très riche d'enseignement. Ma question rejoint un petit peu celle de Karim. Quand tu parles d'une unité dédiée, aujourd'hui, ça représente quelle partie du service? Je n'ai pas bien compris si c'était l'unité de soins continus qui était dédiée, ou si tu avais une unité à l'intérieur même de ton service spécifique pour prendre en charge les patients. Alors non, c'est une unité qui est séparée du service et qui n'est pas liée au service de chirurgie thoracique. C'est qu'il y a de la chirurgie digestive, de la chirurgie urologique, de la chirurgie gynécologique qui participent au programme RAC. Chaque spécialité a un protocole dédié et qui va dans cette unité-là. C'est une unité de 6 lits qui est remplie entre 60 et 70% par les patients de chirurgie thoracique. Donc on est le plus grand consommateur de cette unité, c'est une unité de 6 lits qui est toute spécialité confondue. Donc vous avez en gros transposé le schéma ambulatoire à la réhabilitation mineure. J'espère que vous avez évolué dans l'autre sens. On est en train Tout le d'évoluer. monde devrait à la réhabilitation mineure. En voyant ce que fait Patrick, on a commencé notre expérience ambulatoire grâce à l'expérience de Patrick Vagan. Et c'est vrai que ce qu'on fait, c'est une récupération très rapide sur une journée. Le programme est fait en accéléré pour des gestes mineurs comme une réalisation atypique. La seule différence, c'est que moi, les patients sortent sans bras. Donc on les dédraine à 15h, on les évalue à 18h, on les rentre chez eux. Le soir, on les contacte par téléphone le lendemain et on les revoit à 18h. Des commentaires?